13. C'est le nombre de transformations à ce jour dans Dragon Ball, toutes séries confondues. Que ce soit Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Super ou même Dragon Ball Daima. 13 pour les Saiyans, 14 si on prend en compte toutes les transformations de la Z-Team. Donc en l'occurrence Orange Piccolo. Et 15 si tu rajoutes le Gigi Super Saiyajin du film avec Slug ou même 16 avec la version du hors-série En Enfer avec Paikwan. Et j'ai même pas compté le Ozaru. Avec le Ozaru ça fait 17. Et si tu rajoutes toutes les transformations de Oolong et Puer, ça fait l'infini. Blague à part, on a tellement eu de transformations pourries ces derniers temps qu'il va être difficile de déterminer quelle est la pire de toutes. Mais c'est ce qu'on va essayer de faire. Le Super Saiyajin Gold. Son nom nous est dévoilé pour la première fois dans le film Dragon Ball Z Kami to Kami ou Battle of Gods. C'est de la bouche du dieu de la destruction Beerus qu'on l'entend pour la première fois. Ce dernier a fait un rêve prémonitoire lui indiquant qu'il allait affronter à son réveil le Super Saiyan God et que celui-ci serait un adversaire de taille. Un parfum de mystère entoure ce dieu Saiyan. On ne sait pas ce que c'est, qui il est, s'il s'agit d'une personne ou pas. Finalement, Shenron nous apprendra que le Super Saiyan divin n'est pas quelqu'un à proprement parler, c'est une forme de Saiyan, une transformation. Il faut que 5 Saiyans au cœur pur convergent leur ki vers un 6e. Ce Saiyan deviendra le Super Saiyajin God. Ce Saiyajin obtient alors un ki divin, donc imperceptible par les humains, perceptible uniquement par les dieux. Déjà niveau concept, c'est pas mal, on sort des transformations classiques du Super Saiyan à base d'entraînement et de colère. On peut toutefois regretter justement qu'une transformation si puissante puisse être atteinte si facilement. On a vu plutôt Beerus one-shot Goku Super Saiyajin 3, du coup forcément on se dit que cette transformation sera bien au-dessus des autres. Ce qui va s'avérer être le cas. Le rituel dans le film est stylé, l'apparition de Goku en Super Saiyan God est à la fois belle et sobre, pas de grosses vagues de ki, de tremblements de terre ou quoi, et ça c'est original. Ça contraste avec les transformations précédentes. Le design aussi est sobre, Goku cette fois-ci ne va pas développer sa musculature mais au contraire s'affiner. Il aura moins de muscles et les cheveux rouges, comme pour nous montrer qu'on rentre dans une toute nouvelle dimension en termes de ki et d'échelle de puissance. Peut-être que le rouge symbolise aussi le soleil, qui est vu un peu comme une divinité aussi, sachant que Beerus lui est inspiré des divinités égyptiennes. On rentre dans le domaine divin, Beerus aussi est mince d'ailleurs. Le point négatif c'est qu'il n'y a pas de prérequis de puissance apparemment. On ne sait pas si Trunks par exemple fait le rituel, est-ce qu'il aurait la même puissance, ou si c'est encore juste un multiplicateur de puissance. Est-ce que Super Saiyan est un prérequis ou pas? En tout cas pour moi, c'est une transformation globalement validée. Le combat Goku SSJ God vs Beerus était en plus excellent. C'est même, je pense, mon combat préféré de tout Dragon Ball Z après Goku vs Cell. Changement de décor, puissance, vitesse, destruction de l'environnement, le combat finit même dans l'espace. C'était magnifique. Sur le long terme, elle pose des soucis de cohérence, parce que acquérir une telle puissance sans entraînement, ça fait un peu bizarre. Et l'écart entre le SSJ God et le SSJ 3 est vraiment abyssal. Mais quand j'ai vu le film, sans Dragon Ball Super à côté, j'ai apprécié la transformation. En plus, à l'époque, on ne nous avait pas encore gavé de nouvelles transfos. Par contre, pourquoi ça s'appelle SSJ God et pas juste Saiyajin God? Goku garde une forme normale avec une coloration rouge. On n'aura jamais la réponse, malheureusement. Le Super Saiyajin Blue. Bon, là on va commencer à s'énerver. Le Super Saiyan Blue est la forme Super Saiyajin du Super Saiyajin Gold. Comme c'était trop long à prononcer, elle a été renommée sobrement Super Saiyan Blue, puisque la forme est identique à celle du Super Saiyan, à la différence que les cheveux, au lieu d'être dorés, sont bleus, ainsi que le ki du guerrier qui revêt cette forme. En termes de design, je n'ai rien à redire sur cette forme. Contrairement à beaucoup de monde, je l'ai trouvé assez stylé directement. Le bleu, c'est une couleur que j'adore et sur la coupe de Goku, je trouve que ça rend bien. Le problème, c'est que la transformation sort de nulle part et ne raconte rien. Alors attention, l'explication de pourquoi cette forme existe se tient totalement, contrairement à des transformations qu'on verra plus tard. Mais Goku et Vegeta a des blocs en off. On ne voit pas comment ils l'ont obtenu. Quand ils affrontent Freezer dans le film Dragon Ball Z Katsu no F, qui est là où la transformation apparaît pour la première fois, ils savent déjà l'utiliser. Et pour Goku, il la sort après avoir combattu un peu sous forme normale avec le mode God absorbé. Donc en gros, c'est la forme normale, mais avec la puissance Super Saiyan God. Mais bof quoi. Bof.
elle n'apporte pas grand chose au combat. On ne sentait même pas la nécessité de devoir power up. Et en plus, là où le Super Saiyajin God était quand même un minimum impressionnant dans son combat contre Beerus, le SSJ Blue fait pas le figure, il a l'air même moins puissant. On dirait un banal combat de Dragon Ball. En plus, ce combat ne le met pas du tout à l'honneur, il se déroule dans un seul décor, pas mal dans le ciel, sans destruction d'environnement, c'est vraiment pas ouf. D'ailleurs, le film Casno F en lui-même n'est pas ouf. Vous l'aurez compris, le SSJ Blue pour moi c'est une transformation non validée. C'est d'ailleurs dans Dragon Ball Super devenu limite un Super Saiyajin simple, il l'est banalisé au possible. Il a ces quelques moments qui lui redorent un peu son blason, comme quand Goku l'utilise contre Bergamo, mais globalement c'est pas ça quoi. L'Ultra Instinct. Ah, l'Ultra Instinct. Si vous avez vécu comme moi Dragon Ball Super au moment de sa sortie, c'était quelque chose. Quand le double épisode où les premières bribes de cette forme est sorti, c'était le feu. Les réseaux sociaux étaient complètement retournés, Twitter qui s'appelait comme ça à l'époque était sans dessus-dessous, la hype était folle. Pour une fois en Dragon Ball Super, on avait un élément bien amené, puisque l'Ultra Instinct alias Migate no Gokui était amorcé dès le film Casno F avec l'entraînement de Goku et Vegeta sur la planète de Beerus avec Whis. En soi, le concept est génial et novateur dans l'univers de Dragon Ball. On oublie le côté puissance pure et dure qui avait notamment été mis à l'honneur dans l'arc Namek avec le concept des unités de combat apportées par les scouters, et on apporte une dimension supplémentaire à l'art du combat avec le côté réflexion superflue durant l'affrontement qui ralentit les mouvements. Whis reprochait à Vegeta de trop réfléchir à ses mouvements pendant leur sparring. Il n'était pas assez détendu et cette réflexion prend du temps qui forcément ralentit ses mouvements. Whis ajouta que l'idéal est que le corps bouge instinctivement, ce qui donc supprime cette étape de réflexion qui fait perdre du temps. Un processus compliqué que lui maîtrise entièrement tandis que Beerus le maîtrise partiellement. C'est très intéressant. Avec les symptômes de l'Ultra Instinct de l'épisode 110, Goku arrive à esquiver instinctivement les coups de ses adversaires, donc sans réfléchir. Tandis que pour attaquer après l'esquive, il doit encore réfléchir. Son Ultra Instinct est incomplet. Le comment il obtient cette forme dans l'anime est assez spécial et un peu flou. Il rentre dans son propre Genkidama après avoir épuisé ses forces en SSJ Blue. Ça passe, mais c'est limite. Ça manque un peu d'explications plus concrètes. On ne peut que spéculer que ça a activé quelque chose dans son corps. Dans le manga par contre c'est vraiment éclaté, ça sort vraiment de nulle part. D'une page à l'autre il est en prémisse l'Ultra Instinct comme ça, on sait pas comment. Le style de combat de Goku Ultra Instinct prémisse est vraiment bien, il esquive en bougeant très peu, puis attaque, il y a tout un effet d'esquive un peu nonchalante que Goku fait sous cette forme, et les contre-attaques se font ultra rapidement, c'est vraiment stylé. Et en plus, le chara-design est vraiment top. Il est très sobre, puisque Goku reste plus ou moins en forme normale, mais il a du ki bleu autour de lui et les yeux argentés. Donc concernant les prémices de l'Ultra Instinct, pour moi, c'est complètement validé. Ensuite, dans l'avant-dernier épisode de Dragon Ball Super, Goku débloque l'Ultra Instinct complet. Ses cheveux deviennent alors blancs tout en gardant ses yeux argentés. Là où dans les prémices, Goku esquivait les coups de ses adversaires de façon instinctive mais continuait de réfléchir en attaquant, ici même l'attaque est faite instinctivement. Est-ce une bonne chose? Eh bien pour moi, non. Parce qu'en fin de compte, ça revient à une transformation banale comme les autres. Comme dans les prémices de l'Ultra Instinct, il ne pouvait pas attaquer instinctivement, il y avait un focus mis sur ses esquives et sa façon de se battre était particulière. Avec l'Ultra Instinct complet, Goku a l'air de juste se battre comme avant quoi, comme en SSJ ou SSJ 3 ou Blue ou que sais-je. Visuellement, on ne voit aucune différence puisque aussitôt qu'il esquive, il attaque instinctivement. On perd l'intérêt et c'est d'autant moins intéressant que Goku a l'air d'être devenu plus puissant. Normalement, le concept de l'Ultra Instinct, c'est que le corps bouge instinctivement. Ce n'est pas censé être complètement lié à la puissance. D'ailleurs, Muten Roshi dans le manga nous en fait une petite démonstration. Mais là, force est de constater que la force a l'air d'être dans l'équation. Ce qui aurait été intéressant, c'est que par exemple Goku soit moins fort en termes de puissance que Jiren, mais comme son corps bouge instinctivement, il arrive à donner plus de coups à Jiren et donc lui mettre plus de damage. Ce qui fait qu'à la fin, il a l'avantage. Mais là non, on n'a rien. Dans l'anime, on se dit qu'il a au moins la puissance d'un Super Saiyajin Blue parce que c'est sous cette forme qu'il est rentré dans le Genkidama. Mais dans le manga, c'est même pas le cas. C'est un peu n'importe quoi. Et puis, pourquoi l'Ultra Instinct est une transformation en fait? C'est censé être une technique. Whis l'utilise constamment sans se transformer. Beerus l'utilise dans le manga et il reste pareil. Pourquoi chez les Saiyans ou plutôt chez Goku, ça donne des cheveux de couleur blanche argentée? Le pire, c'est que dans l'anime, Beerus réagit à l'Ultra Instinct complet de Goku en disant ça. Comment ça mon ref? La seule raison pour laquelle c'est une transformation, c'est pour vendre des figurines, c'est tout. Mais ça, c'est la raison commerciale. Moi, je veux une explication logique dans le récit. Mais ça, comme d'habitude, on ne le saura jamais. Vous l'aurez compris, pour moi, l'Ultra Instinct complet, ce n'est pas validé.
Mirai Trunks Super Saiyajin Hikari. Bon, on va commencer à parler des transformations uniques à certains personnages. Puisque dans Dragon Ball Super, chacun a sa transformation, bien sûr. Trunks Super Saiyajin Hikari, nom qu'on a eu grâce aux produits dérivés, puisque dans l'anime cette forme n'est pas nommée, et dans le manga elle n'existe même pas. Contexte. Mirai Trunks est dans son monde apocalyptique face à Goku Black et Zamasu. Et ces derniers commencent à l'énerver en lui expliquant que tout ce qui se passe est de sa faute. Parce qu'il a remonté le temps et donné le fameux remède à Goku contre sa maladie du cœur. Trunks s'énerve, essaye de leur mettre quelques coups, puis se réénerve. Et là, bim, nouvelle transformation. Ses muscles se développent, ses pupilles disparaissent comme Broly, et une aura à la fois dorée du Super Saiyajin et bleue l'entoure. Comme si lui aussi avait désormais du ki divin en lui. Mais est-ce le cas? Eh bien, on n'en sait rien, comme d'habitude. Et ça ne sera évidemment jamais expliqué. On ne sait pas non plus pourquoi ils lui font pas juste le rituel du SSJ God pour qu'il débloque aussi la transformation. Pourquoi Gohan non plus ne le fait pas, bref. Personne ne le fait. Trunks a débloqué une nouvelle forme de Super Saiyan inédite propre à lui, en s'énervant. Voilà, c'est tout, pas d'explication. De base, Trunks n'avait que de SSJ2. On va dire pour simplifier qu'il avait le niveau de Goku SSJ2. Ben là, avec cette transformation, il a rattrapé le niveau de Goku Black, qui, je le rappelle, a un niveau supérieur à celui d'un Super Saiyajin Blue. Et je rappelle que le SSJ Blue est supérieur au SSJ God, qui lui-même est à des années-lumière du SSJ 3, qui lui-même est supérieur au SSJ 2. Donc juste en s'énervant, Mirai Trunks a dépassé Gohan Ultime de loin, toutes les formes de Buu, y compris probablement Buhan, qui est bien sûr plus fort que Kid Buu, et Goku SSJ God. Juste comme ça, parce que le scénario dans Dragon Ball a toujours donné un boost de puissance à la hauteur de l'ennemi en face. Ok, c'est pas ultra cohérent. Mais même si c'est un peu facile, ça restait plus ou moins convenable. Ça se tenait un peu quoi, malgré tout. Mais là, je suis désolé, ça n'a vraiment aucun sens. C'est vraiment du n'importe quoi. Quant au Chara Design, bah écoutez, il est pas dégueu, sans être ouf non plus. Mais à part ça, ça vaut pas haut quoi. Trunks SSJ Hikari n'est pas du tout validé pour ma part. À ce stade de la vidéo, et donc de Dragon Ball Super, c'est de loin la pire transformation. Gohan Beast. On enchaîne sur les transformations qui sortent du chapeau et qui ne sont pas expliquées. Gohan Beast. On la découvre à la fin du film Dragon Ball Super Super Hero. Gohan voit Piccolo se faire tabasser par Cell Max, ça provoque en lui un sentiment de colère possiblement mêlé à la tristesse comme quand il a débloqué le SSJ2, et bim, il se transforme. Avec en plus le même éclair rouge sur fond noir que pour le SSJ2, et une coupe de cheveux assez similaire mais en blanc. Il a la même mèche au milieu, ses yeux deviennent rouges, ses cheveux deviennent blancs. Pourquoi il se transforme? Pourquoi ses cheveux et ses yeux changent de couleur? Aucune explication, on n'en sait rien, aucune logique. Gohan atteint une puissance démentielle grâce à cette transformation, capable de rivaliser avec l'Ultra Instinct de Goku dans le manga, donc capable de surpasser les formes divines du SSJ God et Blue. Encore une fois, je rappelle que la différence entre le SSJ 3 ou même Gohan Ultime, qui est plus fort que Goku SSJ 3 évidemment, et le Super Saiyajin God est abyssal. Gohan avec le Beast est donc comme Trunks, passé d'un niveau entre Super Buu et Buu Gotenks absorbé à un niveau divin. C'est du n'importe quoi. Dans le chapitre 103 de Dragon Ball Super, Beerus voyant Gohan Beast va demander à Whis si Gohan est en Super Saiyajin. Whis répondra que non, et que ce n'est pas non plus une forme divine, mais plutôt une singularité au niveau des capacités de Gohan. Sérieusement, c'est ça l'explication. Mais MDR, ils en ont vraiment rien à foutre. Tout pour vendre des figurines quoi, c'est terrible. Gohan Beast, c'est nul, c'est du recyclé de Gohan SSJ2 en 1000 fois moins bien avec aucune explication et avec un niveau de puissance totalement illogique. En plus, ça n'engage que moi, mais je trouve le design affreux. Je commence à m'habituer un peu grâce à Sparking Zero, mais vraiment, il est pas très beau et sa chevelure est trop grosse. C'est de la merde. Transformation pas validée pour moi. On arrive à la dernière transformation en date, celle qui a fait tant parler dans Dragon Ball Daima, Goku SSJ 4 version Daima. Alors, comment dire? Encore une fois, une transformation qui sort du chapeau et qui n'est pas du tout expliquée. Pardon, qui est expliquée?
mais qui est expliquée très simplement avec une explication totalement éclatée au sol. Pour rappel, cette transformation apparaît pour la première fois dans l'épisode 18 de Dragon Ball Daima. Goku est au sol KO après son combat contre Goma, Neva lui lance une boule de lumière, on ne sait pas c'est quoi, et là, bim, Goku Mini se transforme en Super Saiyajin 4. À ce stade, on n'a pas le nom de la transformation. Tout le monde s'est dit en voyant ça que c'est grâce à Neva que Goku s'est transformé. Logique. Il n'y a que Sofiane Le Geek à ma connaissance qui a supposé que Goku a pu avoir acquis cette transformation avant de venir dans le royaume des démons. Vraiment GG à lui parce qu'il s'est avéré que contre toute attente et toute logique, il avait raison. À la fin de l'épisode 19, Goku se transforme en SSJ4 sous forme adulte cette fois. Et lors de l'épisode 20, l'épisode final de la série, Vegeta fait une remarque à Goku sur cette transformation. Et là, Goku nous apprend que c'est bien de SSJ4. Et ensuite, qu'il l'a obtenu en s'entraînant. Mais il n'était pas sûr que ça allait fonctionner. Et Neva alors, il t'a fait quoi? Pourquoi sa boule de lumière t'a transformé? Pourquoi t'as pas essayé de te transformer plus tôt? Et puis surtout, comment ça t'as obtenu cette transformation en t'entraînant? Il faut t'expliquer comment marche le Super Saiyajin, mon ami. Ça marche pas comme ça, frérot. Déjà, il se passe moins d'un an entre la fin de l'arc Buu et Dragon Ball Daima. Le mec, il débloque une nouvelle transfo en quelques mois. Ok. Et surtout, d'où avec l'entraînement, tu développes une transformation qui fait repousser ta queue temporairement, qui te donne des cheveux rouges, une fourrure rouge, des grosses mains. D'où ça sort tout ça? Aux dernières nouvelles, le Super Saiyajin, c'est des cheveux jaunes. Le SSJ1, 2, 3 ont tous des cheveux dorés. Le SSJ2 et 3, c'est des variantes du SSJ1. Mais là, le SSJ4, il tranche complètement avec les autres sans aucune raison. Ça n'a aucun sens. Dans Dragon Ball GT, il y avait une explication logique. Goku avait au préalable retrouvé sa queue. Il s'est transformé en Ozado doré, donc la forme SSJ de Ozado. Il est devenu incontrôlable, et là, Pan l'a ramené à la raison. Goku parvint ainsi à maîtriser cette forme Ozado dorée en la contenant sous forme humaine. C'est ainsi que le SSJ4 est né. C'est Krillin. Donc en gros, le SSJ4, c'est une forme humanoïde maîtrisée de l'Ozado. Il y a une logique. Tandis que dans Dragon Ball Daima, Goku en se transformant n'a pas déjà sa queue. Elle pousse quand il se transforme et disparaît quand il se détransforme. Pourquoi sa queue pousse? Comment elle se volatilise après la transformation? Ça n'a aucun sens. Aucun. Je ne valide donc pas le SSJ4 version Daima. Bon, jusqu'à présent, on a parlé des transformations des Saiyans. Mais on va quand même mentionner rapidement Orange Piccolo. Bon bah évidemment, c'est nul, hein. Le design est moche, en tout cas pour moi, je l'aime pas. Piccolo grossit, devient encore plus imposant, déjà qu'il fait 2 mètres. En plus, il a une tête assez monstrueuse, il fait peur. Mais surtout, c'est quoi ça? Depuis quand Shenron donne des power-ups comme ça? D'où ça sort? Tu me diras, c'est de la magie, pourquoi il pourrait pas? Il peut bien ressusciter des gens. Bah, sa puissance est censée être équivalente à celle de son créateur. Je veux bien qu'il puisse faire des trucs que son créateur ne peut pas faire directement, comme rendre immortel, etc. Mais de là à donner un power-up à un mec qui de base est infiniment plus puissant que celui qu'il a créé, et le rendre vraiment beaucoup plus fort, ça pour moi, c'est pas logique. Ça, je n'accepte pas. Et encore une fois, comme c'est à la mode dans Dragon Ball Super, on a une transformation acquise sans le moins d'entraînement. Alors oui, ok, dans Dragon Ball, il y a déjà eu des power-ups sans entraînement. Piccolo quand il assimile Nile puis Kami, par exemple. Vegeta qui se blesse quasi mortellement après avoir bénéficié du Zenkai. Le doyen des Namek qui éveille le potentiel de Gohan. Le doyen des Kaioshin qui l'éveille aussi. Oui, c'est vrai. Mais à chaque fois, il y a quand même une contrepartie. C'est pas gratuit. Piccolo qui assimile Nile, ben Nile disparaît. C'est définitif. Et en plus, ça modifie un peu la personnalité de Piccolo. Il hérite de ses souvenirs et tout. Pareil pour Kami. Ça a carrément fait disparaître les Dragon Ball, ce qui est une conséquence assez lourde quand même. Pour le Zenkai, il faut frôler la mort quand même, c'est pas rien. La fusion, il faut s'entraîner à la danse et la durée est limitée. La coalescence avec les Potala, tu restes fusionné à vie normalement, si on s'en tient bien sûr à Dragon Ball le manga d'origine. L'éveil du potentiel par le doyen et le Kaioshin, ça prend un peu de temps et tu dois avoir un bon potentiel quand même pour l'éveiller. Le Super Saiyan, il faut s'énerver certes, mais un entraînement intensif et un certain niveau de puissance minimum est requis au préalable. Il n'y a que l'éveil par le doyen des Namek qui est vraiment gratuit, mais le power-up n'est pas ouf en vrai. Et pour Piccolo, ne me dites pas qu'en contrepartie c'est de réunir le Dragon Ball, s'il vous plaît. Même nos sacrés en Dragon Ball normal avaient une contrepartie. T'étais KO pendant un jour, tu risquais de mourir. Quand même, tu risques de mourir, c'est pas rien. Donc voilà, Orange Piccolo, nul, nul, nul. Bon, c'est laquelle la pire? La pire transformation de Dragon Ball. Mettez pause et écrivez maintenant en commentaire vous pensez que laquelle est la pire selon moi. Et écrivez aussi la pire selon vous. La pire transformation de Dragon Ball pour moi, de Saiyan, c'est Trunks Hikari. C'était serré avec Gohan Beast et aussi avec Goku et SSJ4 Daima, mais franchement, Trunks Hikari, c'est vraiment du foutage de gueule complet. Autant que Gohan Beast en vrai. Mais au moins Gohan Beast a la fameuse excuse du Gohan a un potentiel de fou. J'essaye pas de défendre Gohan Beast, mais voilà quoi, Trunks c'est Gohan Beast en pire. Il obtient vraiment la puissance nécessaire scénaristiquement pour pouvoir se battre plus ou moins convenablement contre Goku Black et Zamasu. C'est vraiment n'importe quoi, c'est tellement n'importe quoi qu'elle n'est même pas dans le manga. C'est un peu comme le Vegeta Super Saiyajin bleu foncé, je l'ai même pas compté. Mais vraiment Gohan Beast est pas loin derrière.
elles sont quasiment aussi incohérentes et nulles l'une que l'autre. Aussi mal expliquées, enfin, pas expliquées. Mais en plus, Ikali n'apporte rien au scénario. Encore une fois, elle n'est même pas dans le manga. Goenbi, ça lui permet de finish l'ennemi. Trunks, ça lui permet de tenir tête. Mais voilà quoi. Voilà, n'hésitez pas à laisser un like en commentaire, à commenter, à partager, à vous abonner pour d'autres vidéos sur Dragon Ball, ou sur Naruto, ou sur SNK. Il y a des playlists. Sur ce, je vous dis Jana.